Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, je sais que tu as envie que je parle le moins possible parce que tu veux qu'on reprenne la suite de la précédente. Alors, je vais te la faire courte, mais tu sais que je vais quand même te la faire. Alors oui, tu es bien dans la suite de Jean-Marie Messier. Oui, on va reprendre là où on s'est arrêté la semaine dernière. Voilà. Juste, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles sur le podcast, enfin, sur l'application de podcast, là où tu écoutes l'émission, des étoiles et un commentaire s'il te plaît. C'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a des formations, tu cliques, on travaille ensemble. Tu auras de meilleures analyses que toutes celles que tu écoutes ici sur les podcasts. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres, il y a des livres, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Allez, je te la fais extrêmement courte parce que je sais que là, pour le coup, c'est pas moi que tu veux écouter, mais la suite de l'émission. Patrick, fais leur plaisir, Magnéto. Les Guignols de l'info, émission phare de la chaîne Canal+, sa chaîne, n'hésite pas à se moquer du boss, lequel s'en amuse et il s'en explique à Béatrice Schoenberg. La France, vous vous souvenez? Oh yes, oui, Camembert, Tour Eiffel, le Moulin Rouge. Toute dernière question, je crois que vous avez de l'humour parce que vous êtes aux Guignols, dans un sketch, que vous montrez vous-même dans les conventions américaines. Oui, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de montrer qu'on ne se prend pas au sérieux, de passer à ses salariés la marionnette des Guignols. Quels sont les surnoms qu'on vous donne? Oh, c'était J2M, J4M, J6M. Ça veut dire? Ça veut dire Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Ça vous correspond? J'aime bien J2M tout court. Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Derrière le titre des Guignols se cache comme souvent une réalité, celle de l'ambition et de la stratégie d'un homme. Vivendi achète beaucoup et cher. En l'an 2000, il y a deux grands axes stratégiques. Le premier, c'est vis-à-vis. Né de la fusion avec l'opérateur Vodafone, c'est un portail sur lequel le consommateur pourra se connecter partout, depuis son ordinateur ou son mobile, et y retrouver sa musique, ses films et Internet. Voilà pour le contenant. Pour le contenu, le PDG de Vivendi regarde de l'autre côté de l'Atlantique, une fois de plus, vers les États-Unis, bien sûr. Le 20 juin 2000, il rachète le studio américain Universal. 4 ans après avoir pris la tête de la Générale des Eaux, voilà qu'il met un pied à Hollywood. Du côté des marchés, on est sceptique. Vivendi ne va-t-il pas trop vite, trop loin, trop fort? L'expérience montre que les entreprises étrangères se cassent souvent les dents aux États-Unis. Suite à l'opération, le titre Vivendi perd de sa valeur, en effet. Oh, effet conjoncturel, rassure Jean-Marie Messier. En France aussi, la nouvelle est accueillie froidement. Le conseil d'administration de Canal+, les salariés, le monde de la culture dans son ensemble s'inquiètent. Où va la chaîne, principal soutien du cinéma français? Jean-Marie Messier et Pierre Lescure font le tour des autorités françaises pour rassurer tout le monde. Lescure monte au front et utilise sa légitimité historique au sein du groupe Canal+, pour repousser les critiques et défendre le projet. Canal Minus, Canal Vassal, Canal Banal, tout ça m'en touche une sans secouer l'autre. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés, les actionnaires, ceux qui investissent sur nous depuis 5, 10, 18 ans, ont prouvé aujourd'hui, sur certaines résolutions à plus de 99%, la fusion. Il y a donc une vraie dynamique derrière. Est-ce que ça retire une once de la capacité de créativité et de programmation des gens de Canal+? On est dans l'absurde total. En fait et en vérité, en coulisses, les premières dissensions apparaissent entre le patron de Vivendi Universal et celui de Canal+. Ce mariage de raison, cette alliance curieuse entre deux hommes que tout oppose et qui avait fonctionné bon gré mal gré, se fissure. La rupture est donc pour bientôt. Elle sera le terrible symbole d'un Jean-Marie Messier emporté par la folie des grandeurs. Gros, très gros, toujours plus gros, beaucoup plus gros en tout cas que tout ce que vous et moi pouvons imaginer. La World Company du français Jean-Marie Messier, Vivendi Universal, vient encore de s'agrandir. Déjà bien implanté dans le cinéma avec les studios Universal, Jean-Marie Messier s'attaque maintenant au marché de l'audiovisuel américain. Il vient de prendre le contrôle de la firme USA Networks pour la somme, paraît-il modeste, de 11 milliards d'euros. Le passage est un peu long, mais tous azimuts, on est dans le rachat et les folies de Jean-Marie Messier. Et c'est là où on va pouvoir rentrer au cœur et dans le sujet qui m'a amené à faire cette émission. Mais avant, je voudrais commencer par le début où J2M, la World Company, les Guignols. Moi, j'ai connu cette période, c'était énormissime. Et c'est vrai que je ne comprenais pas bien qui était Jean-Marie Messier quand j'étais petit. Par contre, je comprenais bien qu'il faisait beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand tu vois la liste des entreprises qu'il a rachetées, c'est assez hallucinant. On va en parler. Mais avant, ce
que je voudrais te dire, c'est que j'ai une étrange impression qui est que j'ai la sensation qu'on le juge pour son ambition, alors que pour moi, l'ambition qu'il a n'est pas le problème, mais son ego. Sachant que j'ai complètement conscience que l'ego ne va pas sans l'ambition, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'ambition, il a forcément de l'ego, ça c'est clair et net, tu vois. Mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est qu'il y a plusieurs types d'ego. Tu as un ego qui peut t'aider, parfois même à t'améliorer. Tu as des égos, tu as des personnes qui ont un ego avec lequel ils peuvent vivre et qui ne va pas détruire les relations que tu peux avoir avec les autres. Et puis tu as des personnes qui ont un ego qui t'empêche finalement d'entendre ce que tu devrais entendre, de réfléchir sur ce sur quoi tu devrais réfléchir, etc., etc. Je ne prétends pas, attention, je ne connais pas Jean-Marie Messier, je ne prétends pas que c'est son ego qui a eu raison de lui, mais j'essaye de te faire passer ce message qui est que j'ai l'impression que les gens jugent mal son ambition, alors que pour moi, elle ne me pose aucun problème et je trouve normal que les gens aient de l'ambition, je trouve ça même bien. Et j'ai plus l'impression, en tout cas de mon point de vue extérieur, que c'est son ego qui l'a empêché de se remettre en question sur certains points et qui l'ont poussé à toujours continuer d'avancer dans la direction dans laquelle il était. Bon, alors c'est certain que quand tu entends les montants comme 11 milliards pour l'époque, c'est gargantuesque. Il faut se remettre dans le contexte. La compagnie des eaux, elle était très, 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 très loin de ce type de chiffres, de ce type de médiatisation. Il faut savoir que c'est une société qui a été créée par Napoléon pour au départ alimenter la ville de Lyon. Et c'était la première fois au monde qu'un État confiait à une société privée la charge d'alimenter une ville en eau. Donc bon, la France et ses monopoles, on pourrait en parler des heures, mais c'est comme ça. Après, ce n'est pas un vrai monopole, c'est un monopole induit puisqu'ils sont 3-4 acteurs, 4-5 acteurs d'ailleurs, je crois, à se partager le marché. Mais bon, quand tu es 4 ou 5 sur un marché comme ça, que tu signes avec des collectivités ou... bon, enfin bref, je ne vais pas te donner mon opinion, mais bon voilà, c'est une entreprise qui a évolué tranquillement. Pour moi, les dates à connaître de la société, 1953, la collecte des ordures ménagères, d'accord ? En 1976, tu as Guy Dejoigny qui est nommé PDG et qui, en créant de la diversification, c'est-à-dire en proposant finalement son savoir-faire à l'international, va multiplier le chiffre d'affaires de l'entreprise par 7, d'accord ? C'est quand même énorme. Et en 84, pour moi, là, il y a un vrai tournant qui va être... Pour moi, c'est le facteur du délire de Jean-Marie Messier. Mais je vais ici un peu plus creuser tout ça parce que je pense qu'il y a des choses à dire. En gros, en 84, il y a la création de Havas, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'est fait ravaler par Vivendi avec Canal+, et aussi SFR et les télécoms derrière tout ça. Et Jean-Marie Messier, lui arrive en 96, après qu'il y ait eu donc Havas, Canal+, et SFR. Et donc, pour moi, si tu veux, il y a quand même un élément, il y a quand même 2 éléments centraux que j'espère que tu as vus et que tu as compris et qui sont hyper intéressants dans la vision qu'avait Jean-Marie Messier de la Compagnie des Eaux. Premièrement, la Compagnie des Eaux, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi ? Quand je te parle de la Générale des Eaux, c'est quoi cette société ? Océane, comme je te disais au début du podcast. C'est quoi ? Eh bien, c'est une société qui creuse, qui gère des tuyaux enterrés et qui amène d'un point A à un point B de l'eau. Est-ce que cette activité ne t'en rappelle pas étrangement une autre ? Comment arrive la fibre chez toi ? Qu'est-ce que doivent faire les télécoms pour te fournir un service Internet ? Ils doivent enfouir des tuyaux, tirer un câble et acheminer un réseau d'un point A à un point B. Et donc, c'était pas du tout déconnant de se dire que la Compagnie des Eaux avait tout dans les mains pour être la société portail de tous les réseaux parce qu'elle avait à la fois les compétences et les connaissances et le savoir-faire pour jouer ce rôle. Et en plus, ironie du sort, la Compagnie des Eaux française, elle avait SFR et Canal+. Donc elle générait, comme le disait, on pourrait croire que j'étais Jean-Marie Messier, j'avais le même discours que lui, elle avait tout dans les mains pour le faire. Et alors, finalité des finalités, parce que Jean-Marie Messier était loin d'être un idiot, il y avait une cohérence derrière tout ça. Quel est le point commun sur la forme du business model de tous les
domaine d'activité dans lequel se situait Vivendi, la Compagnie des Eaux, Havas, bref, tout ça. Regarde, je te pose la question autrement. L'eau, comment tu la payes? Canal+, comment tu le payes? SFR, comment tu le payes? Tu as compris? Tu l'as percuté le truc? Le lien? C'est des abonnements. C'est-à-dire que vraiment, tout du début jusqu'à la fin était déjà là pour proposer le service. En fait, il a eu une vision. Alors comment il l'a eu à cette période? Définitivement, je serais incapable de le savoir. Mais non seulement il avait une vision, mais il avait l'argent, mais il avait tout pour réaliser son rêve. Moi, je vais te dire ce que je pense. C'est exceptionnel. Le mec a racheté Universal. Il a racheté 6 grammes. Je suis certain que je vais te citer des sociétés que tu ne sais même pas qu'il a racheté. Il a racheté, comment on appelle? Attends, World of Warcraft, j'ai oublié leur nom. Blizzard. Attends, la France était propriétaire de l'éditeur de jeux Blizzard. Abonnement. Ça s'est vendu, hein, je te rassure, ils ont vendu SFR, ils ont tout vendu, Bolloré est rentré. Parce qu'après, bon, la vérité, c'est qu'il a créé un gouffre financier, qu'il fallait combler les dettes. Mais c'est une catastrophe. Il avait quand même réussi à racheter des trucs de ouf, quoi. Il avait vraiment monté une société de fous furieux. Et dans le lot de ces rachats tous azimuts, alors là, on croirait presque une destinée divine. C'est la providence qui m'a amené à faire cette émission maintenant. Qu'est-ce qu'on a analysé? C'était quoi l'actualité de ce podcast des derniers mois? C'était les Qui veut être mon associé? Et qui est-ce qu'il y a dans les Qui veut être mon associé? Oui, tu as compris, je sais que tu as compris. Quelle est la figure emblématique des Qui veut être mon associé? Mais je te le donne en mille. Marc Simoncini. Et oui, Marc Simoncini fait partie de cette histoire. Marc Simoncini avait créé dans les années 2000 un portail qui s'appelait e-France. Et e-France a été racheté par Jean-Marie Messier. Et il a racheté e-France pour la coquette somme de 45 millions d'euros. Mais comme Jean-Marie Messier, je te l'ai expliqué, il a un mode opératoire. Il a acheté 45 millions d'euros en cash, plus 700 000 titres cédés aux différents associés, dont Marc Simoncini, et 300 000 titres supplémentaires qui seront cédés un an après l'achat. Alors, d'abord, on va parler de la méthodologie d'acquisition qu'utilisait Jean-Marie Messier, qui est très maligne. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Marie Messier en faisant ça? Il optimise son argent. Je m'explique. Comme il est dans une phase de rachat de société, il utilise en fait ses parts d'entreprise pour éviter de donner de l'argent à ses cédants, donc aux propriétaires des boîtes qui l'intéressent. Et en plus, lui, il conserve plus de capital pour pouvoir acheter une autre société ensuite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'utilise pas une partie de l'argent qu'il a, ben cet argent, il va pouvoir l'utiliser pour un autre achat. Donc en gros, imaginons qu'il ait acheté 100 sociétés. Si sur ces 100 sociétés, il aurait dû donner, je te dis juste une connerie, juste même que 1 million qu'il a donné en titres, eh bien en réalité, il a épargné 1 million, donc 1 million fois 100, ça fait quand même 100 millions, et ça lui permet comme ça de refaire des achats derrière. Il a démultiplié sa capacité financière en troquant finalement une valeur financière par une valeur de titre. Très malin. Garde-le dans un coin de ta tête, c'est d'une intelligence redoutable. Mais, il y a quand même un mais, parce qu'il y en a toujours un dans ces histoires, ça a un défaut pas négligeable quand même, ça renvoie une très mauvaise image. Premièrement, ça ne véhicule pas forcément le fait que la personne est réellement concernée par son entreprise, parce que ça fait un peu style, bon ben, j'en ai rien à foutre de mes parts, j'en donne un peu à tout le monde. Ce qui pour moi est quand même douteux. Ouais, voilà, je te le dis comme je le ressens, mais c'est quand même ce que je pense. Parce que quand tu vois, regarde, on vient d'analyser les Qui veut être mon associé, quand tu vois comment les mecs sont accrochés à leur part de société, alors qu'elles valent rien, hein. Quand tu vois les Qui veut être mon associé, ah non, tu te rends compte, tu prends trop de parts, tu me donnes 1 million, non, attends, mais je veux garder le contrôle de mon entreprise. Lui, il n'avait pas ce problème, hein. Là, à Marc Simoncini et ses associés, il leur a cédé 1 million de titres, hein, sans aucun problème. Et il leur a lâché 45 millions en plus, bref. Mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que voilà, ça véhicule quand même l'image de quelqu'un qui a une très faible opinion, je dirais, de son entreprise pour céder des parts un peu comme ça à tout va. Et c'est quand même aussi, je dirais, tout autant questionnable, bien ses associés, quoi. Je veux dire,
ses actionnaires, ses associés, les personnes avec qui il travaille. Tu distilles comme ça à tout va. Alors d'abord, cette frénésie d'achat qui a un coût, hein, qui à un moment donné est supporté. En fait, le coût sera de toute façon supporté d'une manière ou d'une autre par les actionnaires. Comment et pourquoi? Alors comment? Bien, soit par la baisse de la valeur de l'action, soit par le besoin que les actionnaires rajoutent au pot, ou voire s'assoient complètement sur les dividendes. Enfin bref, il y aura des conséquences pour les actionnaires. Mais en plus, quand comme ça, alors le terme précis, c'est dévaloriser, mais tu dilues, parce que tu dilues la valeur de ta société en donnant des parts à gauche et à droite. Bon, comment te dire, je me demande comment ça s'est concrètement passé pour lui en fait. Là, il arrive à Marc Simoncini, il lui cède en tout 1 million qui est redistribué entre les associés de Marc Simoncini. Parce que, alors bon, revenons maintenant à l'histoire de Marc Simoncini. Donc, il achète e-France, qui est un portail qui ne gagne pas encore d'argent. Au moment où il vient pour acheter e-France, ils sont en train de le lancer. Donc, c'est une plateforme qui annonce plus ou moins un volume de visiteurs sur son site. Donc, 2,2 millions de visiteurs uniques par mois et 320 000 membres. Mais pour l'instant, au moment où il l'achète, ils n'en étaient que à la préparation d'un deuxième tour de table et ils ont eu 2 offres d'achat à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils ont vendu à Vivendi et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Marc Simoncini, lui, il est parti avec de l'argent alors qu'ils étaient en train de préparer la bascule pour rendre le site rentable. Sauf que là, on apprend du coup qu'il achète e-France. Enfin, moi, je te l'apprends, je ne sais pas si tu savais, il a acheté e-France qui était une société qui perdait de l'argent. Alors certes, il a acheté Blizzard, il a acheté des entreprises qui gagnaient de l'argent, mais il a acheté plus de sociétés qui perdaient de l'argent que de sociétés qui gagnaient de l'argent. Alors ce qui m'embête le plus, c'est qu'il a réussi à acheter Universal, c'est qu'il a réussi à racheter des sociétés complètement folles qui ont appartenu du coup à la France, à la World Company. C'est clair que c'était complètement... Quand tu repenses à l'aventure, c'est complètement fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il était en capacité d'acheter une société comme e-France qui ne gagnait pas d'argent. Et d'ailleurs, Marc Simoncini, dans son livre, l'explique très bien, c'est assez hallucinant. Il avait un problème avec l'argent qu'il avait gagné sur cette vente. C'est-à-dire que pour lui, c'était vraiment de l'argent qu'il avait gagné sans raison cohérente parce qu'il n'y avait pas de cohérence avec la valeur de ce qu'il avait. Et il a pris cet argent, il l'a complètement claqué. Alors qu'il a claqué l'argent jusqu'au dernier centime, il pensait qu'il lui restait la valeur des titres qu'il avait récupérés dans la transaction et il s'était dit qu'il allait les vendre pour se refaire. Sauf que les titres ne valaient plus rien au moment où la fin de l'aventure de Marc Simoncini s'arrête parce que Marc Simoncini a fait une première fois fortune, il a tout claqué, il a fait faillite et puis après il a créé Mythique une deuxième fois et c'est là où il a encaissé énormément d'argent et qu'il est passé, on va dire, dans le next step. Mais avec l'argent de Vivendi, il a fait n'importe quoi parce qu'il n'était pas apte, pas prêt à avoir cet argent. Et c'est assez hallucinant parce qu'au final, quand tu vois cette histoire, moi j'ai été très surpris de voir que la vie de ces deux hommes s'est croisée. Et même si Marc n'est pas resté très longtemps chez Vivendi, puisqu'après Vivendi a vécu sa vie indépendamment de Marc Simoncini, c'est hallucinant de voir que finalement toutes ces personnalités évoluent dans un microcosme et ils se connaissent tous. Tu vas être très surpris d'entendre d'autres noms, dont notamment au conseil d'administration Bernard Arnault de Vivendi qui va démissionner. Enfin bref, tu vas voir que c'est vraiment un petit univers où tout le monde se connaît et où, bien quelque part, j'ai envie de te dire, soit tu en fais partie, soit tu n'en fais pas partie. En tout cas, Vivendi est devenu un ogre, dévoreur de sociétés, à n'importe quel prix malheureusement, et n'importe quel prix c'est aussi et parfois beaucoup trop cher. Et du coup, malheureusement pour Jean-Marie Messier, qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision complètement folle, et que je valide complètement en fait quand tu arrives à comprendre ce qu'il avait derrière la tête. Alors encore une fois, attention, je te le précise, c'est quand même que mon analyse. Je ne sais pas s'il voyait comme moi le côté on enterre des tuyaux et on pourrait tirer la fibre, etc. Parce que ça paraît quand même fou, mais à cette époque-là, en France, ça n'existait pas. Il faut comprendre que justement, il était tourné vers les États-Unis parce qu'aux États-Unis, dans les années 90, en fait, aux États-Unis, les mecs recevaient des mails. Moi j'ai fréquenté des Américains qui venaient en France, aux États-Unis, dans les années 90 quand j'étais gamin. Et en fait, ils hallucinaient que nous, on n'avait pas d'ordinateur qui était branché en permanence sur Internet et qui recevait des mails. Et donc, un mec comme Jean-Marie Messier qui regardait vers les USA,
il voyait 15 ans en avance. Et lui, il était en train de construire une société pivot telle qu'il l'imaginait, comme elle pouvait être peut-être aux États-Unis à cette période. Et il essayait de capter un marché, un petit peu comme si on était en train de construire un pont et que lui, Jean-Marie Messier, s'était mis dans un coin et il était en train de construire un péage. Et il se disait, tous les mecs qui passeront sur le pont passeront par mon péage. Sauf qu'il n'a pas réussi à construire sa boîte parce que dans le lot des entreprises qu'il a rachetées, il a racheté plus d'entreprises déficitaires que d'entreprises bénéficiaires. Et malheureusement, ça aura eu raison de son projet qui, somme toute, de mon point de vue, était un projet tip-top. Et que s'il l'avait mené à terme tel qu'il l'imaginait, je suis certain qu'aujourd'hui, il aurait dans les mains une multinationale gargantuesque et impressionnante. Mais bon, on ne le saura jamais parce que malheureusement, il a échoué. L'empire Vivendi vacille. Les marchés sont plus que sceptiques sur cette fusion avec USA Networks. Ils n'y voient pas l'intérêt. Après la publication de l'information, le titre Vivendi chute de 10%. Coup dur, parce que sur le plan financier, Vivendi cherchait son second souffle après la marche forcée de Jean-Marie Messier menée depuis 3 ans. Surtout qu'aux États-Unis, le scandale Enron est passé par là. Enron, c'est le nom de l'une des plus grandes sociétés américaines qui a fait faillite quelques mois auparavant suite au maquillage comptable de ses pertes. Ajoutez à cela la bulle Internet qui explose et le retard technologique de diffusion d'Internet haut débit et mobile. Les places boursières sont désormais méfiantes et de ce point de vue, Vivendi est regardé avec attention. Alors Jean-Marie Messier doit rassurer son monde une fois de plus. Le 5 mars 2002, il organise une conférence de presse, une fois de plus. La salle est sommaire, pour une fois. Il s'assoit sur un petit bureau face à l'assemblée de journalistes, on dirait une salle de classe. Ça tombe bien, le PDG doit rendre une bonne copie. Mais sur le papier, les chiffres font froid dans le dos. 13 milliards d'euros de pertes nettes pour l'activité média, record historique pour la France. Jamais une entreprise n'avait perdu autant. Puis les dettes, 19 milliards pour Vivendi Universal, 14 milliards pour Vivendi Environnement. Malgré ces déficits abyssaux, Jean-Marie Messier garde le cap. Heureusement, l'épreuve est orale et sur ce terrain, notre homme est plutôt doué. Ces pertes sont un jeu d'écriture. Le groupe va bien et mieux que bien. Ces résultats opérationnels sont en progrès. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous allons proposer à nos actionnaires un dividende de 1 euro par titre, ce qui est la traduction du fait que nous n'avons pas de problème de cash. Le groupe va mieux que bien. Le groupe va mieux que bien. La phrase fera date. Une de plus. Messier peut souffler, mais pour combien de temps? Ça s'appelle un compte à rebours. Et il a commencé au rythme de la bourse. Le compte de l'action Vivendi était à 150 € en mars 2000. 1 an après, il s'est écroulé à 38 €. Je vais commencer par te faire un truc que je veux que tu l'aies en tête parce que c'est important. Là, on est face à Jean-Marie Messier qui a racheté e-France à Marc Simoncini. Et en fait, il l'a racheté à Marc Simoncini et il a racheté 45 millions d'euros à Marc Simoncini e-France. Mais peut-être que le prix entendu avec Marc Simoncini était en réalité 100 millions, tu vois. Donc, il lui a donné des actions. La valeur des actions qu'il lui a données, il y en avait pour 150 millions d'euros. Et 1 an après, les actions passent à 38 millions d'euros. Donc tu vois bien que d'abord, il y a des personnes qui ont perdu de l'argent et beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans ces opérations puisque on a quelqu'un qui avait promis un prix de rachat qui n'a pas pu être tenu par le fait que les achats en question ont été réalisés avec de la monnaie de singe, ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est de la monnaie dont la valeur fluctue. Mais bon, comment le reprocher à Jean-Marie Messier quand même aujourd'hui ton propre État te fait la même chose? Parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre avec de l'inflation, c'est exactement la même chose que ce qu'a fait Jean-Marie Messier avec ses titres d'action. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Et de surcroît, quand Jean-Marie Messier déclare que le groupe va mieux que bien, peut-être, mais l'argent, lui, vient de quelque part. Il a été perdu pour certains et gagné pour d'autres. Autre élément hyper important, et j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler, sujet qu'on n'aborde pas assez souvent dans ces émissions. D'un côté, on a le groupe qui fait une perte d'exploitation donc de 13 milliards. Donc ça, c'est quoi? En gros, tu as une société et elle fait un chiffre d'affaires. Et là, par rapport à un chiffre attendu, elle génère de la perte. Combien de temps une entreprise peut perdre de l'argent en France? En fonction du montage financier, ça peut durer 10 ans. Tu peux avoir des boîtes qui, pendant 10 ans, perdent de l'argent et continuent de vivre en France. Tu vas me dire, mais comment c'est possible, Nicolas? Mais en fait, parce qu'il te parle de jeu d'écriture comptable. Mais de quoi il parle au juste? Prenons Disneyland Paris.
Disneyland Paris, comptablement en France, perd de l'argent chaque année. Mais le complexe de Disneyland doit une redevance à la maison mère, qui, elle, génère des bénéfices pour la maison mère. Donc, sur la comptabilité de Disneyland, si, par le plus grand des hasards, Disneyland Paris refusait de payer la redevance sur un an, peut-être que l'entreprise ne serait pas à perte. Mais, si la redevance est due et qu'elle est obligatoirement versée, la société se retrouve à perte. Et là, tu comprends qu'en réalité, la façon dont est montée une entreprise implique le bilan comptable qu'elle produit. Et quand on te dit, eh bien, le chiffre d'affaires affiche une perte de 13 milliards, en vérité, ça veut tout dire et rien dire. Oui, ok, très bien, mais de quoi est composée cette perte ? Comment le groupe a-t-il pu en arriver là ? Qu'est-ce qu'il paye ? Pourquoi il perd de l'argent ? Alors, il y a des groupes qui perdent de l'argent parce qu'il y a une trop grosse masse salariale. Et au bout de 2-3 ans, le groupe va faire faillite. Ok, ça s'explique. Mais tu as des groupes qui perdent de l'argent parce qu'ils payent des redevances à des holdings et que, quelque part, oui, ça s'apparente à de l'évasion fiscale. On pourrait pas le voir cet angle-là. Mais de notre côté, comme on est dans un système de franchise, bien, la redevance, elle est due. Est-ce que la société perd réellement de l'argent ? Je pose juste la question. Autre point beaucoup plus intéressant par contre. 19 millions d'euros de dettes. 19 milliards, pardon. Ma langue a fourché. 19 milliards d'euros de dettes pour Vivendi Universal. 14 milliards d'euros de dettes pour Vivendi Environnement. Là, oui. Là, on est dans quelque chose de grave. Pourquoi ? Et parce qu'on a une dette qui est inscrite. La société, elle doit cet argent. C'est gravé dans le marbre. Donc, soit en face, tu as un bénéfice qui compense la dette, soit tu n'en as pas. Et dans ces cas-là, le groupe va faire faillite. Et quand tu associes par contre l'ensemble, donc les 13 milliards de pertes, et de l'autre côté, tu additionnes les 19 milliards et les 14, on pourrait arrondir à 32 milliards, 33 milliards, pardon, à 33 milliards, bon ben là tu te dis, attends, d'un côté je perds 13 milliards d'exploitation, de l'autre côté j'ai 33 milliards de dettes, là on est mal. Et là on comprend qu'il y a un problème. Mais moi ce que je voulais te montrer, c'est que quand en fait Jean-Marie Messier arrive et dit « ça n'est qu'un jeu d'écriture », je ne veux pas que tu crois que c'est impossible. Ça paraît, au vu de la situation globale, ça paraît difficilement possible. Parce qu'à ce stade de l'analyse, tu comprends que l'accumulation d'achats de sociétés à perte, accumulée avec les dettes qui s'inscrivent sur le bilan, accumulée avec le chiffre d'affaires qui n'est plus au rendez-vous, tu comprends très bien que la boîte elle est réellement en faillite. Mais moi, je voulais quand même te montrer que c'était quand même possible d'avoir une entreprise qui, au premier abord, perd de l'argent depuis des années, mais continue d'exister parce que c'est pas vraiment une perte en fait. Et ça existe. Donc et ensuite le fait qu'il ait acheté des sociétés avec de la monnaie de singe, là je dois t'avouer que oui, on a un problème d'éthique. Alors autant je t'ai montré qu'il y avait une certaine éthique dans son entreprise, autant là l'éthique bizarrement, on l'a un petit peu oublié. Comme quoi tu peux toujours trouver des torts à quelqu'un et des avantages à la même personne. Il a fait son petit business pour essayer d'atteindre son objectif. Là, tu comprends que le groupe est en train de souffrir. Alors maintenant, il me reste à parler maintenant du sujet qui est « je reverse 1 euro par action ». Comme tu le comprends, et de la même manière que ça a été dit par la voix off, il est dans un jeu oral et dans une espèce de, je dirais, parade pour essayer de séduire ses actionnaires, les personnes qu'il a besoin de séduire pour continuer sa marche vers son objectif. On est toujours dans cette démarche. Verser 1 euro par action alors que tu es en train de perdre de l'argent, c'est un message qu'il envoie pour dire « je ne perds pas d'argent, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle ». Bon mouvement, mais le mouvement qui va continuer de creuser sa tombe. Après, malheureusement, il essaye de s'en sortir, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Il s'est mis dans la panacée, il essaye de trouver des solutions. Sauf qu'à mon sens, les achats ont été faits, donc le mal est déjà fait. Donc en vérité, on assiste juste à un mort qui essaye, on assiste juste à un malade du cœur qui est en train d'essayer de te convaincre qu'il a des palpitations mais que ce n'est pas un arrêt cardiaque. Il y a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques et qui a des palpitations, il y a de grandes chances que ce soit fatal pour lui. Et malheureusement, va arriver ce qui devrait arriver à Jean-Marie Messier.
la société, la World Company, va péricliter. Jean-Marie Messier le sait, il doit réduire la voilure et alléger la dette sous peine de couler. Alors il lui faut un levier, eh bien ce sera Canal+. La proie est facile, la chaîne a cette image de faste, de paillettes, ce côté bobo, libre et insouciant. On le voit à l'écran, ça doit être vrai dans la gestion, en réalité. Canal+ France est bénéficiaire, non. Ce qui plombe le groupe, ce sont ses filiales, notamment les succursales italiennes et polonaises largement déficitaires, elles. Le PDG de Vivendi fixe un ultimatum à Pierre Lescure et à son directeur financier, Denis Oliven. Le retour à l'équilibre d'ici 2 ans. Les 2 hommes sont piégés, ils savent que c'est impossible. D'ailleurs, ils ont déjà assumé le premier plan social de l'histoire de la chaîne, ils ont rempli leurs objectifs. Ils décident alors d'envoyer un mail à l'ensemble des collaborateurs de Canal+, dans lequel ils expliquent la situation. Évidemment, Jean-Marie Messier n'apprécie guère et le leur signifie. Denis Oliven démissionne dans la foulée. Le 16 avril 2002, c'est Pierre Lescure qui est remercié. À l'annonce de la nouvelle, immédiatement, les salariés du groupe organisent une assemblée générale en direct sur le plateau principal de la chaîne. S'expriment alors collaborateurs et stars de Canal. Alain Chabat, Ariel Wiesman, Bruno Gassio se succèdent au micro pour soutenir leur patron. Ému, Pierre Lescure raconte ce qui s'est passé. J'ai rencontré Jean-Marie Messier en début d'après-midi. Il m'a proposé la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal en me disant que le patron opérationnel, c'est-à-dire celui qui occuperait mon poste à partir de là, ce serait Xavier Couture. Je lui ai dit que je refusais cette proposition pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une proposition de placard et que deuxièmement, je la trouvais totalement incohérente. Il m'a dit, tu en tires les conséquences. Non, c'est toi. 10 minutes plus tard, il recevait la presse avec Xavier Couture à ses côtés. C'est vous dire qu'il avait bien négocié derrière mon dos. Ça m'amène mon premier commentaire. Je pense que je serai triste dans quelques heures ou quelques jours, parce qu'on ne passe pas impunément 17 ans dans une maison qu'on a contribué à créer, mais je suis effaré par le mépris de Jean-Marie Messier pour l'esprit et la règle des engagements. Le PDG de Vivendi n'avait sans doute pas imaginé la caisse de résonance que pouvait être cette chaîne, la sienne pourtant. 2 jours plus tard, Pierre Lescure et Jean-Marie Messier sont convoqués au CSA. Si le premier arrive tranquillement le matin, la voiture du second se retrouve bloquée par une centaine de manifestants et il ne peut atteindre l'immeuble de la Tour Mirabeau. Alors ce passage, je l'ai laissé, bien que j'ai longuement hésité à l'enlever, pour te montrer finalement l'envers du décor, ou plutôt, c'est pas l'envers du décor, pardon, c'est l'épée à double tranchant que peut représenter la médiatisation. Pierre Lescure était vraiment aimé dans le groupe Canal. Canal+, c'était une chaîne qui s'est construite un petit peu autour de ce personnage. Et c'est vrai qu'on parle vraiment des belles années de Canal+, là, pour le coup. Et même si Jean-Marie Messier, à un moment donné, est rentré dans cette société et se l'est accaparé, en vérité, elle a toujours été dirigée par Pierre Lescure. Et la difficulté ici, c'est que quand on veut mettre quelqu'un au placard, quelqu'un qui est apprécié de ses employés, eh bien, tu te rends compte qu'il y a quand même une justice sociale qui se met en place. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est que quand tu diriges ta boîte, tu dois aussi penser à ça. Tu dois aussi penser au fait que si tes employés se sentent bien, ben, ça se passera bien. Et que si tu crées une ambiance particulière avec un mode de fonctionnement qui fait que tout le monde s'y retrouve, bien que même si tu te fais racheter par un grand groupe, l'aventure continue en fait. Et ça montre... Alors là, on est dans carrément, j'ai envie de dire, un sous-jacent de cette histoire qui est quasiment improbable. Ça te montre que au milieu de ce marasme que Jean-Marie Messier a créé partout, parce que tu vas voir que c'est vraiment, on est vraiment dans l'achat compulsif sans intérêt. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui achète des boîtes et qui s'en occupe pas. Il n'y accorde aucun intérêt. Et à tel point que finalement, il est aimé de personne. Parce que demain, tu peux acheter une entreprise, t'y intéresser foncièrement, y mettre du tien, y apporter ta pierre à l'édifice, un petit peu comme la Générale des Eaux. Ce sont des sociétés qui ont été dirigées par des tierces personnes. C'est globalement ce qui se passe avec Jean-Marie Messier ici, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est ce qu'on reproche au patronat français avec cette espèce de copinage et ce cercle où finalement les noms se croisent et se recroisent, où on retrouve les mêmes têtes et où à l'arrivée, même dans cette sombre affaire, je me retrouve à des moments à taper des noms comme celui de Stéphane Courby. Eh oui, tu as bien entendu, Stéphane Courby, ça te dit rien ce nom? C'est celui qu'on avait retrouvé dans mon analyse de Magali Berda. Eh oui, le groupe Courby. C'est incroyable. En fait, c'est vrai que plus j'analyse le patronat français, plus je me rends compte qu'on est dans un microcosme. Et au milieu de ce microcosme, voir des ovnis comme Pinault, comme Pierre Lescure,
comme ces patrons qui finalement atterrissent là au milieu, un petit peu par hasard, parce qu'ils ont eu une réussite et qui finissent par se faire manger, attention. Et encore que Pinot, c'est pas le cas, force à lui et reconnaissance. Même Bernard Arnault, relativement indépendant, mais devenu si gros que inattaquable, too big to fail. L'intérêt ici, c'est de voir qu'on est dans des microcosmes de gens qui se connaissent. L'affaire Jean-Marie Messier, tu verras, finit avec Bolloré. Fini, voilà, il y a même autour de Jean-Marie Messier, des années après, du Bettencourt. Enfin bref, c'est un truc de fou. Mais c'est pour te dire qu'on est dans un microcosme de gens qui se connaissent et qui créent une forme de consanguinité qui nous amène, nous peuple, pauvre peuple, à de grandes suspicions. Mais bon bref, je m'égare comme d'habitude. Revenons à nos moutons. Donc ici, on a Jean-Marie Messier qui finalement récolte un petit peu les lauriers de la gloire, mais du mauvais côté, puisque sa médiatisation excessive et le sentiment que tu retrouves au début de cette émission, où finalement on ne sait pas dire si on l'aime ou si on ne l'aime pas. On est mitigé entre l'ambition folle et la réussite qu'il a l'air de générer et le doute, parce que la rapidité, la vitesse fait te dire que forcément il y a peut-être un loup. Et là maintenant, on est dans la haine parce qu'on voit qu'il se raccroche aux branches et que face à la faillite, il réagit comme tout être humain. Et on aimerait, je pense, peut-être de ces patrons-là, d'autres réactions plus nobles. Mais malheureusement, tu ne les auras jamais parce que nous ne sommes tous que des êtres humains avec nos failles et nos travers. Et il faut te dire une chose, c'est que toi, demain, je ne sais pas si tu as déjà acheté de l'immobilier ou pas, mais si demain quelqu'un venait pour tout te saisir, tu ferais aussi des choses folles en fait. Et ça, c'est dur de l'entendre parce qu'on ferait tous la même chose. Toi, moi, lui, on a tous les mêmes réactions face à un danger qui nous menace. Et là, on est devant quelqu'un, on est en train d'assister, tu es en train d'assister à un cyclone qui est en train de s'abattre sur une personne qui récolte d'un coup l'accumulation de tous ses choix. Et ça, dans les affaires et dans l'argent, c'est quelque chose que je veux que tu notes dans un coin de ta tête. Je t'assure que l'argent, ce n'est que l'accumulation de choix et que l'accumulation de bons choix financiers amène la fortune. L'accumulation de mauvais choix financiers entraîne la ruine. Et ne te leurre pas. Dans les deux cas de figure, tu vas avoir ton lot de problèmes qui vont venir avec. Et ça, alors vraiment, il y a plein de gens, ah ouais, mais les gens qui sont riches, non, mais il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des suicides chez les riches. Ne crois pas que la fortune amène le bonheur et la joie. Et ne crois pas que la ruine amène la tristesse et l'extrême pauvreté. Dans les deux cas, tu serais surpris parce que dans les deux cas, il y a toutes les situations. Nous, on a fait faillite et ma faillite m'a amené plein de bonnes choses. Autant de bonnes choses que mes années avec mes parents où ils avaient beaucoup d'argent. Bien évidemment que j'étais mieux quand ils avaient de l'argent que quand j'en avais pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je remercie tout le temps et dès que je peux ces années de faillite parce qu'elles m'ont posé les pieds sur terre. Et en vérité, les expériences que tu vis, elles n'ont comme seul et unique objectif de t'apprendre et de t'amener à en tirer des conclusions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis une expérience et que tu n'en tires aucune conclusion, dans ces cas-là, tu es un sombre crétin. Si tu vis une expérience, bonne ou mauvaise, mais que tu en tires des conclusions, tu es un mec intelligent. Ça se résume à ça. Et en tirer des conclusions, ça veut dire encore une fois, remise en question, changement, adaptation, nouveaux process dans sa vie et on recommence, tu vois, avec les nouveaux process pour obtenir un résultat différent. Si tu passes ta vie à refaire inlassablement les mêmes erreurs, non seulement ça s'appelle la folie, mais en plus, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et moi, je t'incite vraiment à te retourner sur ta vie, à regarder avec le plus de froideur possible les bonnes comme les mauvaises choses que tu as réalisées, que tu as faites, et à en tirer des conclusions et surtout de ces conclusions à en tirer des actions que tu vas mener pour obtenir le résultat que tu convoites. Là, ici, bon, tu l'as compris, on va maintenant assister à la chute violente de Jean-Marie Messier. Mais pourquoi la chute elle est violente? Parce que l'ascension a été fulgurante. Richesse rapide est souvent synonyme de ruine rapide. C'est pour ça que ta façon de t'enrichir implique aussi quelque part ta manière de te casser la gueule. Tu te casseras la gueule. Tu te prendras des gadins. Tu vas tomber, tu vas trébucher. Alors,
Qu'est-ce que tu veux en fait? Au lieu de te demander comment devenir riche rapidement, demande-toi quelles sont les embûches que tu veux avoir dans ta vie. Est-ce que tu veux prendre rapidement des murs? Et c'est des théories qui s'opposent. Il y a des gens qui te diront fais faillite rapidement parce que plus vite tu fais faillite, plus vite tu apprends, plus vite tu apprends, plus vite tu fais fortune sereinement en fait. Et c'est une stratégie. Je vais m'enrichir vite. Comme ça, j'ai rapidement de l'argent. Et plus vite j'ai de l'argent, plus vite j'apprends, plus vite finalement je me refais en fait. Et c'est une bonne stratégie parce que tu vois, les fortunes lentes, si elles vacillent, elles ne se referont peut-être jamais. Et ça aussi, c'est une réalité en fait. Donc après, moi je ne suis pas là en train de te dire ah oui, non, si tu t'enrichis rapidement, attention, tu n'y arriveras plus après. Non, c'est vraiment une réflexion plus ou moins, je dirais, stratégique, une réflexion que tu dois avoir et tu dois te demander si oui ou non tu veux une fortune éclair ou pas. Sachant que la fortune éclair est très souvent assortie d'une ruine éclair qui va avec. Mais si tu fais fortune 3 fois dans ta vie et que tu as fait faillite 3 fois mais que tu t'es relevé 3 fois et que c'est allé relativement vite, ma foi, regarde Trump, il s'est remis à chaque fois et il va bien, il n'a pas de problème lui. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait l'argent, il n'y a pas de règle déjà, ça c'est une réalité, tu peux faire fortune éclair et ne jamais faire faillite aussi. Mais surtout, il y a quand même des corrélations qui se créent et l'ensemble des choix que tu vas prendre vont impliquer à un moment donné comme à un autre d'ailleurs des conséquences dans ta vie et au bout du compte, ces conséquences, l'important, c'est pas tant qu'elles t'amènent d'un côté ou de l'autre de la fortune ou de la pauvreté, c'est qu'elles te permettent d'en tirer enseignement et que tu te réadaptes pour avancer. Là ici, son mouvement qui consiste à s'en prendre à Canal pour essayer de remonter la pente et puis, encore une fois, d'utiliser le média pour se redorer le blason et régénérer du cash, ça aura été la stratégie de trop, ça aura été la mauvaise stratégie qui l'entraînera au fond du trou parce que comme tu vas le voir maintenant, ça commence avec Canal à sentir le roussi, ça va finir sur les marchés financiers, non seulement de l'achever, mais en plus de le conduire au tribunal. La colère s'amplifie. Le 24 avril, nouvelle assemblée générale des actionnaires de Vivendi au Zénith de Paris. Les invités gagnent la salle sous une haie d'honneur de manifestants venus demander la démission de Jean-Marie Messier. Accueilli sous les huées, ce dernier commence par un mea culpa. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence à cette assemblée. J'ai personnellement, et je dirais involontairement et maladroitement, contribué à une certaine incompréhension par un excès ou une précipitation de communication. Je l'ai compris, je le corrige. Je m'engage à conduire notre équipe avec détermination. Et après tout, que dans l'entreprise, les bons, ceux qui se défoncent, soient récompensés et que d'autres la quittent, c'est la vie normale de l'entreprise. Oui, l'effet est mitigé. Les petits actionnaires prennent alors la parole. Vous allez payer avec notre argent cette société 1 milliard de francs alors que ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Vous êtes engagé à ce que ça monte, on vous a cru depuis 3 ans, on s'est foutu dedans. Les seuls qui payeront les pots cassés à la fin, ça ne sera pas vous, ça sera tous les actionnaires et tous les salariés que vous aurez mis sur la paille. Au cours d'aujourd'hui, vous faites une décote de 35%, Monsieur le Président. Il n'y a pas de quoi être fier d'une performance comme celle-ci, Monsieur le Président. Gouverner, c'est prévoir. Vous n'avez rien vu. Rien. Face à la fronde, le PDG improvise et botte en touche. Il tend le micro à Marc Viennot, président de la Société Générale et membre du conseil d'administration de Vivendi. Je crois que la meilleure façon, c'est encore de passer la parole à Marc ou Henri. Pardonnez-moi, cette démarche est un peu inusuelle, je crois même qu'elle est un peu incongrue. Si nous étions mécontents du président de Vivendi, aurions pris les mesures nécessaires pour réduire, pas annuler sa capacité d'action. Le Conseil, au contraire, a soutenu à la fois la stratégie et à l'homme qui l'a conduit. Pour l'enthousiasme, on repassera. Mais Jean-Marie Messier réussit à sauver sa tête. Ici, on est sur un passage important pour lequel j'ai peu de choses en réalité à dire, mais pour lequel, par contre, je veux souligner des éléments qui sont évidents, mais qu'on va rappeler avant la suite. C'est normal en fait que les actionnaires soient extrêmement en colère, puisque je te rappelle qu'on a eu une succession de décotes, que à ce stade, les révélations,
Je vais te le dire autrement. En fait, si tu veux, quand tu as des sociétés cotées et en fonction du type d'actionnariat que tu possèdes dans les sociétés, tu as accès de façon publique au bilan, à l'état réel de l'entreprise. Et puis de toute manière, quand tu as une entreprise en bourse, tout est public. Et donc là, à un moment donné, tu ne peux plus cacher la montagne. C'est-à-dire que comme tu l'as entendu, les gens savent maintenant qu'il a acheté des boîtes à 1 milliard et que les entreprises qu'il a payées valent rien. Donc il a payé ces entreprises avec l'argent des gens, puisqu'en fait, la bourse, ça n'est qu'un transfert de valeur. Tu as d'un côté des entreprises qui ont besoin d'argent pour faire ce qu'elles ont à faire avec l'argent que finalement elles réclament et qu'elles ne veulent pas demander à des banques. Et de l'autre côté, tu as des actionnaires qui amènent de l'argent pour justement le prêter à ces sociétés en espérant, en attente d'un retour sur investissement. Alors l'ironie la plus totale de ce type de procédé, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont gangrénés par les banques et que ça a existé au départ pour permettre finalement aux entreprises d'avoir accès à une autre forme de capital. Mais aujourd'hui, bon bref, je ne vais pas philosopher là-dessus, tu m'as compris. Mais le problème ici, c'est que on a des actionnaires qui ne sont pas idiots, et ça a toujours été le cas. De toute façon, les actionnaires n'ont jamais été idiots. Et ces mêmes actionnaires aujourd'hui voient très bien ce qu'ont fait Jean-Marie Messier avec l'argent et s'en prennent à lui ouvertement en pleine assemblée générale. Ce qui est intéressant ici, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je prends le temps de parler, c'est que tu pourrais me dire, mais attends, il y a quand même un mec là dans la salle, enfin, qui est à côté de Jean-Marie Messier, un de ses collaborateurs, qui prend le micro et qui fait une remarque néanmoins pertinente, qu'on peut analyser sous 2 angles. Le premier angle qui consiste à dire « Attendez, nous aujourd'hui, on a laissé plein pouvoir à Jean-Marie Messier. S'il faisait n'importe quoi, on aurait repris ce pouvoir. Et on n'est pas bête, tu vois. » Et deuxièmement, et ça aussi tu peux quand même me l'opposer, c'est une question qui reste en suspens pour moi par rapport à l'époque, parce qu'on n'est pas non plus dans les années 1980, tu vois, on est dans les années 2000. Bien, cette remarque qui est faite par le partenaire avec lequel travaille Jean-Marie Messier, elle sous-entend encore un deuxième élément qui est plus intriguant pour moi, c'est qu'à ce niveau-là, tu as des régulateurs, des contrôles, etc. Moi, la question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse à t'apporter, j'en suis désolé, j'ai fait des recherches, mais je ne suis pas le seul à me poser cette question, c'est comment Jean-Marie Messier a fait pour passer au travers des mailles du filet des différents contrôles qui jalonnent l'univers de la finance boursière, parce que quand tu as une entreprise comme ça, et moi je vais à mon humble niveau, moi j'ai une entreprise, j'ai l'agence immobilière que nous avons avec mon associé et ma mère, avec Jérôme, ma mère et moi, c'est une société qui est contrôlée, elle n'est pas régulée, elle est contrôlée, mais là on est dans une entreprise régulée, donc il y a de la régulation, enfin bref il y a du contrôle, d'accord, je vais y arriver à te le dire, et quand je vois comment je suis contrôlé, je me dis, alors oui, bien évidemment quand tu es en interne, tu vois à peu près ce sur quoi tu peux jouer. Je ne vais pas faire genre, il y a des points sur lesquels tu peux jouer de certains éléments, mais enfin, je vais quand même te dire ce que je pense. Bon, on regarde quand même ce que je fais de l'argent des gens, quoi, tu vois, parce que j'ai moi aussi de l'argent des gens dans ma société. Et je ne vois pas comment il a réussi à passer au travers des mailles du filet. Ça reste mystérieux. Alors, soit, je vais ici poser des hypothèses. Ça restera des hypothèses personnelles pour lesquelles je n'aurai pas de réponse, et même je pense que si on lui posait la question ouvertement, il ne répondrait pas. Peut-être pas d'ailleurs, ce serait intéressant. Soit, premièrement, il y a effectivement du maquillage comptable qui a été fait, sans aucune illégalité. Donc je le pense, hein, je reprends mon exemple tout à l'heure de paiement, c'est-à-dire que il y a de l'interfacturation, on est dans des groupes, hein, donc il faut comprendre que dans un groupe, il y a de l'interfacturation qui est faite, et que dans la mesure où tu réponds aux questions, eh bien, la question ne va pas au-delà d'une simple question orale. En te parlant de ça, je pense au contrôle qu'on a eu et à une question qui m'a été posée pour laquelle j'ai répondu et où effectivement c'est vrai que quand tu y réfléchis, moi-même après coup, je me dis peut-être que effectivement ça méritait que la personne creuse un peu plus. Bon, elle n'aurait rien trouvé, mais voilà, pour t'expliquer, je vais quand même te mettre des mots sur tout ça. Donc on a eu un contrôle de caisse de garantie, qui est un contrôle classique, hein, pour lequel on épluche tous nos comptes, et on m'a demandé pourquoi dans mes clients j'avais une assurance. Il se trouve que parmi mes locataires, alors il se trouve que c'est l'ironie de la situation, hein, on a un assureur qui est locataire chez nous, un grand groupe, et en plus il se trouve que effectivement son nom figurait sur les documents et que en l'occurrence elle voulait comprendre les liens que j'entretenais avec cette assurance parce qu'il pourrait y avoir du défaut de conseil, tu vois.
Et j'ai répondu juste aux questions et la personne n'a pas creusé. Mais ce que j'essaye de te montrer là, c'est que, voilà, en fonction de comment c'est fait, je te le dis ouvertement, comme je le pense. Je pense qu'effectivement, tu peux avoir des éléments qui peuvent apparaître comme étant douteux, mais tu poses des questions, les réponses qui te sont données sont cohérentes, le régulateur ne creuse pas et ça reste comme ça en surface. Bon, je l'imagine comme ça, je ne sais pas si c'est vrai. En fait, je l'imagine, voilà, c'est une hypothèse par rapport à mon propre vécu. Maintenant, je m'interroge quand même. Je me dis, attends, il y a quand même eu des régulateurs, il y a quand même un contrôle qui est fait sur ces entreprises. J'espère, j'ose imaginer qu'on ne s'en tient pas qu'à des questions. Moi, quand ils viennent, ils prennent mes bilans, ils prennent mes comptes en banque, ils regardent tout. Donc, il y a un moment donné, bon, après, voilà, le problème, si tu veux, c'est qu'on est sur des entreprises internationales. Quand je vois déjà au niveau national comment aujourd'hui les flux financiers sont difficiles à suivre, voilà. Mais pour moi, tout ça, il y a quand même un questionnement qui se pose. Donc, voilà, première solution envisageable, je vais me recentrer. Il y a eu une forme de maquillage légal. Enfin, c'était fait en toute légalité, en gros, mais tout ne transparaissait pas de façon limpide et le régulateur ne l'a pas vu. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, plus excessive, plus cohérente, il y a eu fraude. Dans ces cas-là, on ne va pas en parler. On est bien d'accord que là, je ne parle pas des abus de biens sociaux pour lesquels il a été accusé, etc. Là, je te parle du fait qu'il a pu acheter toutes ces sociétés sans que personne ne voie le gouffre qu'il était en train de créer et qu'il a pu acheter sans que personne ne s'en rende compte. Deuxième possibilité, il a carrément fait des faux et usage de faux et dans ces cas-là, ça s'explique un peu plus facilement. Troisième possibilité, qui me paraît néanmoins audacieuse mais quand même possible, il a tout fait en 1 an. C'est-à-dire que tout s'est passé en 1 année. Alors ça peut paraître complètement fou ce que je vais te dire, mais c'est pour moi la situation et l'explication la plus plausible à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait d'illégal, il a tout fait en 1 an. Ça veut dire que le mec, il a bossé comme un grand malade et que comme il a tout fait dans l'année, en fait, tout s'est révélé que l'année d'après. Voire même avec un petit peu de comment je dirais, je pense même avec un petit peu de décalage parce que quand tu passes une année comme celle-là et que tu as des bilans à fournir à l'international, je suis même certain que tu peux aller voir ton expert comptable et lui dire « Écoute, j'aurai un peu de retard, je te poserai le dossier que dans 3 mois, tu me décales mon bilan sur 1 an et demi, c'est autorisé, tu vois. Du coup, le gars, il gagne 6 mois, il peut encore racheter des entreprises, tu vois. J'imagine un truc comme ça. Là, encore une fois, c'est que des spéculations de ma part, c'est que des hypothèses. Et dans ces cas-là, tu vois, je me dirais « Oui, ok, c'est possible qu'il ait pu construire comme ça une entreprise complètement gargantuesque, basée sur le résultat record qu'il a eu entre 99 et 2000. Il génère tout de 2000 à 2001 là, sur 1 année, tu vois, glissant un peu sur 6 mois en décalant un peu le bilan, en justifiant d'activité internationale. Il décale et il arrive à tout faire en 1 an et demi. Mais le mec, il a produit un travail colossal d'achat d'entreprise. Un truc de psychopathe, mais c'est possible. Je te le dis, bien entouré, les bons partenaires, les bons collaborateurs, la bonne équipe de travail et tout, c'est possible, bordel. Donc ça montre que tu peux réaliser en 1 an un travail de fou, quoi. Voilà. Donc, autre possibilité. Dernière possibilité qu'on ne peut pas écarter non plus, mais pour laquelle, voilà, tout ce que je te dis, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé réellement. Ben, il avait des connaissances et il a usé de... On ne peut pas non plus l'écarter, tu vois, un ancien énarque et tout, des relations, des noms qui reviennent étrangement. Voilà, tu vois, il avait des relations par rapport à la Banque Lazare, par rapport à l'école de l'ENA et par rapport aussi à son passage dans les hommes politiques, dans les mains de Balladur, etc. Et du coup, tu vois, j'ai envie de te dire un petit peu, voilà, ceci expliquerait cela aussi. Par relation, il a réussi à faire des choses. Dernière des dernières possibilités, un petit peu de tout en fait. C'est-à-dire que dans tout ce que je viens de dire, il y a un peu de vrai un peu partout. Tu cumules tout et c'est peut-être la meilleure des explications, la plus cohérente. Voilà. Je voulais quand même te le dire parce que on a quand même une ascension complètement folle qui s'est énormément accélérée sur les dernières années et qui s'est plantée presque aussi vite que ce que ça s'est fait. Donc du coup, tu te dis mais comment quoi ? Voilà, comment tout ça a été possible ? Donc voilà les hypothèses que j'ai au terme de toute cette aventure. Maintenant, on va rentrer plus dans une partie plus sombre, donc sur laquelle je n'ai pas non plus totalement la main. Il faut que tu saches que Bolloré a repris le groupe, Bolloré a vendu SFR à Patrick Drahi que j'ai analysé, grande émission que je t'invite à écouter. Et finalement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on retrouve des noms qui se croisent et se recroisent. Tu vas entendre le nom de Bernard Arnault. Voilà, tu vas voir. Bref, Patrick Magnéto. Sauf qu'en coulisses, la révolte s'organise. Du côté américain, on se lasse. La famille Bronfman, à la tête du groupe Seagram Universal, voit son patrimoine fondre à vue d'œil. Tous en ont marre de l'attitude du Français et de ses piètres résultats.
Alors il sonne l'halali à l'américaine, c'est-à-dire accompagné d'un bataillon d'avocats payés pour chercher la faille et pour faire tomber le patron français. Le 24 juin au soir, Edgar Bronfman et 3 autres administrateurs américains demandent la démission de Jean-Marie Messier et se proposent de prendre les rênes du groupe. Ce nouvel épisode est très mal vécu en France. Voir un Américain prendre la tête de toutes les activités Vivendi, c'est impensable. Seulement, les Français n'ont plus le choix. D'autant que la stratégie de Messier est de moins en moins lisible. Ce dernier évoque la possibilité de vendre Vivendi Environnement, par exemple, le socle historique du groupe. Jacques Chirac est de nouveau obligé d'intervenir. Les administrateurs français prennent peur. Bernard Arnault, suivi de 3 autres, démissionne du conseil d'administration. Alors ici, je dois d'abord commencer par préciser que Bernard Arnault quitte le conseil d'administration, notamment, et à cause, en tout cas c'est ce qui avait été déclaré à l'époque, à cause en fait du scandale Enron aux États-Unis, parce que Bernard Arnault s'arguait de ne pas vouloir être éclaboussé d'un scandale judiciaire à la façon de Enron. Alors attends, je vais te retrouver exactement la citation parce que je la trouve vraiment, vraiment importante pour que tu comprennes bien, parce que là, tel que c'est dit, on a l'impression que c'est le coup d'épée final, c'est-à-dire que l'élément qui vient achever la situation déjà catastrophique de Jean-Marie Messier, c'est le départ de Bernard Arnault, sauf que dans les faits à l'époque, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que ça a été, entre autres, un des événements de la saga, mais ça n'a pas été déterminant autant que ce que ça peut paraître ici, tel que c'est raconté. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a quitté en conservant des parts, il faut quand même le savoir, hein, voilà, il en avait vendu une partie, mais il en avait conservé, et qu'ensuite, voilà ce qu'il avait dit, je te lis exactement la phrase, comme beaucoup d'autres grands patrons français, Bernard Arnault a désormais très peur depuis le scandale Enron d'un éventuel bourbier judiciaire tel qu'il a été connu aux États-Unis. Voilà, donc c'est vraiment important de le comprendre parce que Enron aux États-Unis, ça a été toute une affaire qui résonne encore aujourd'hui de par la façon dont ça s'était passé. Et donc en fait, il a préféré se retirer du conseil d'administration en sachant qu'il faut quand même le savoir, je ne te l'ai pas dit jusque-là, mais maintenant je vais quand même te le dire. Bernard Arnault était un des principaux soutiens de Jean-Marie Messier, il faut quand même le savoir, ils s'entendaient très bien, d'accord ? Et voilà, ils avaient de bons rapports de manière générale. Et d'ailleurs, parmi les actionnaires, les personnes qui gravitaient autour de ces personnes-là, il y en a certaines qui étaient un petit peu, il y en a certaines qui auraient préféré que Bernard Arnault s'implique un peu plus. Voilà, et que ce dirigeant-là, Bernard Arnault, soit plus qu'un simple membre du conseil d'administration. Mais bref, ça, c'était le premier point que je voulais te dire par rapport à ce passage. Deuxième élément dont je veux qu'on discute, on va en reparler dans un instant, mais je voudrais qu'on parle rapidement du milliardaire Edgar Bronfman Jr. Alors, il y a eu un procès, bien évidemment, entre Edgar Bronfman Jr. et Jean-Marie Messier. Et pour l'héritier de la famille Bronfman, donc, en fait, c'est Jean-Marie Messier qui est le coupable de la situation à 100%. Voilà. Pour lui, en fait, il est la personne qui est complètement coupable. Et aussi, pour lui, ce qui est hyper intéressant, c'est que Jean-Marie Messier, en fait, a commencé la chute de Jean-Marie Messier a commencé mi-décembre, lorsque Messier a déclaré ce que tu as entendu précédemment dans l'émission, à savoir l'exception culturelle française était morte. Voilà. Et après, en fait, quelques jours après, il a démenti en disant ne jamais avoir dit ça. Et en fait, pour le milliardaire, c'est là qu'a commencé la chute de Jean-Marie Messier, puisque à la suite de quoi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que J2M a vendu des actions d'autocontrôle, alors que justement le groupe Vivendi avait dit qu'il ne vendrait pas ses actions. Et c'est à partir de là que le marché a commencé à ne plus avoir confiance en Jean-Marie Messier. Alors, bon, j'ai fait des recherches sur les actions autocontrôlées, les actions d'autocontrôle, pour que quand même tu comprennes de quoi on parle. Maintenant, attention, je ne suis pas un financier, je te donne ce que j'ai trouvé, tu pourras faire tes propres recherches. Donc, est désigné comme action d'autocontrôle les titres d'une entreprise qui sont détenus par une société ou une branche contrôlée par la maison mère, autrement dit, l'entreprise elle-même. Souvent,
une entreprise propriétaire d'actions autocontrôlées détient déjà en nom propre une partie de son propre capital. Pour éviter les doublons et les renforcements naturels de la position de l'entreprise, les droits de vote des actions autocontrôlées leur sont retirés. La loi interdit toute modification du statut ou de la situation des actions autocontrôlées lors d'opérations comme une augmentation ou un échange de capital. Et là, le problème, tu l'as bien compris, c'est que Bronfman Jr. avait un accord sur le fait que J2M ne vendrait pas ses actions d'autocontrôle et il les a vendues. Et à partir de là, le cours de la bourse a réagi. Et du coup, pour Edgar Bronfman, c'est clairement en fait la faute de Jean-Marie Messier. C'est pour ça qu'il a été le premier à tenter un putsch sur le conseil d'administration le 24 juin. Dans un instant, on va voir quelle a été ensuite la deuxième personne à tenter ce même putsch. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de retirer finalement à J2M, mais finalement la gérance de la société. Et Edgar, lui, espérait devenir le président à la place du président, le calife à la place du calife, le gérant de la société. Mais bon, un Américain qui prend les rênes d'une société française, alors ça me fait doucement rigoler parce que pareil, sur ce podcast, tu as peut-être assisté ou pas à l'émission, on a fait l'analyse, n'est-ce pas, de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il lui est arrivé la même chose avec Nissan. Et bon, voilà, je trouve, c'est de la... Tu vois, on peut reprocher l'ego de Jean-Marie Messier, mais on a le même finalement, nous les Français. Donc tu vois, passons, je vais pas m'étendre sur ce sujet-là, c'est de l'amour-propre et on pourra en parler des heures, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il faut comprendre que c'est quand même grâce ou en tout cas par la guerre judiciaire de Edgar Bronfman que va se produire l'éjection de J2M et l'explosion du groupe suite à tout ça. Juste pour info et lors du procès, d'accord, l'héritier, Edgar Bronfman, estime que la chute du cours, là je te parle que de la chute du cours de Vivendi, lui a fait perdre à lui et à sa famille probablement 2 milliards. Et je te dis juste ce que j'ai trouvé comme information, à l'énoncé du chiffre, un frisson a parcouru l'assistance. Je pense que toi aussi, si tu avais perdu 2 milliards de dollars de pertes, si tu avais eu 2 milliards de pertes, tu serais un petit peu en colère et tu ne lâcherais pas, tu lâcherais pas le morceau avec ton ancien PDG. Juste aussi pour info, je veux quand même que tu saches que Edgar Bronfman était favorable à ce qu'on verse le golden parachute de 20 millions d'euros que réclamait J2M parce qu'il a déclaré, il a dit en gros qu'il valait mieux lui payer cette somme plutôt que de le conserver à la tête de Vivendi Universal. Et qu'au final, en fait, cela ne représentait que seulement 1/1000 de la capitalisation en bourse et que de toute façon, l'objectif, c'était qu'il parte parce que s'il était resté ne serait-ce que 2 mois de plus à la tête de la société, il n'y aurait plus de société en fait. Ça, c'est ce qu'a déclaré Edgar. Et ensuite, il y a un dernier élément que je veux quand même te préciser. Je t'ai dit il y a un instant que c'était ce que réclamait J2M. Non, J2M, il voulait beaucoup plus. Il trouve que ce montant était une insulte pour lui. Parce qu'en fait, il faut que tu saches qu'en fait, pour être à la tête de Vivendi Universal, J2M, il était payé 20 millions par an. Il touchait 20 millions par an, 20 millions d'euros par an de salaire. Et il lui restait 7 millions par an puisqu'il payait 13 millions d'impôts. Après, il y a une émission où il y a une Américaine qui est à côté de lui qui était choquée du nombre d'impôts qu'il donnait. Elle a dit quoi? Et puis elle regardait, comment il s'appelle? Il y avait Ardisson. Elle regarde Ardisson, elle dit mais il n'y a que moi qui suis choqué de ce que donne ce monsieur en impôts. Et personne ne répondait parce qu'en fait, en France, oui, il aurait fallu que, presque en France, il aurait fallu qu'il lui reste que 1 million par an, tu vois. Il touche 20 millions d'euros, il lui reste 1 million, donc les gens sont contents parce qu'il lui reste pour eux, et puis on donne le reste à l'État, tu vois. C'est n'importe quoi. En fait, c'est l'inverse. En fait, une imposition juste, le mec il prend 20 millions, 3 fois 2, 6, tu lui prends 6, 7 millions et tu lui en restes 13, quoi. Je veux dire, tu peux me dire ce que tu as envie, le gars il bosse, quoi. Mais bon, bref, on va pas parler de ça parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas encore d'accord avec moi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu as un milliardaire qui explique qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'il dégage. Parce que tant qu'il est à la tête de la boîte, ça va se cracher. Et du coup, maintenant, dans tout cet épisode où chacun essaye d'évincer le PDG fou, parce que c'est un peu ce qui à la fin, on va dire que sur la fin, là, c'est vrai que la lisibilité
que même moi je décris comme génial dans ce podcast, où on a quelqu'un qui te dit ah ouais, un portail où tout le monde se connecte comme le téléphone qu'on a aujourd'hui dans les mains en fait, si tu veux. Sur la fin, quand tu lis et que tu fais des recherches sur tout ce qui a pu être produit, le mec est prêt à tout vendre pour garder son poste et pour garder ses avantages. Sauf que il n'y a plus de cohérence et donc comme tu vas le voir maintenant, il y a d'autres personnes que Bronfman qui vont chercher à faire un putsch. Ça s'organise et puis Jean-Marie Messier sort quoi. Dans l'ombre, un homme organise le putsch. C'est Claude Bébéar, fondateur de l'entreprise AXA. Écouté et respecté au sein du patronat, il tire la sonnette d'alarme. Jusqu'au bout, le PDG cherche à s'accrocher à son poste. Mais finalement, le 3 juillet 2002, le conseil entérine la décision. Jean-Marie Messier doit partir. Il sort de l'immeuble Vivendi sous les acclamations de ses derniers soutiens. Avant de monter dans sa Renault Espace Verte, il prend le temps de dire encore quelques mots. Je suis fier de Vivendi Universal et je suis fier de cette équipe. Jean-Marie Messier doit quitter un navire à la dérive. Terrible symbole. Lors de son départ, le titre Vivendi est fixé à 18 €, son plus bas niveau depuis 1994, année de son arrivée à la Générale des Eaux. Tout ça pour ça. Bon, alors bien évidemment, sans trop de surprise, Claude Bébéar, polytechnicien, n'est-ce pas? Une carrière exemplaire, hein. Enfin, en tout cas, quand tu fais des recherches, carrière exemplaire. Le push fonctionne, il éjecte du coup notre ami Jean-Marie Messier. Maintenant, il est temps de reprendre le cours, de recalculer un petit peu ce qui reste dans la poche de notre ami Marc Simoncini. À ce stade, son million d'actions est revenu au prix de départ de 1996, c'est-à-dire 18 €. Et donc, il a 18 millions. Alors attention, on est bien d'accord. Marc Simoncini n'avait pas le million d'actions, il ne les a pas possédées en fait. Il avait une fraction de ses actions, ce qui fait qu'il n'avait plus d'argent. Voilà. La vérité, c'est qu'à la fin, sur l'argent qu'il a encaissé à ce moment-là, puisque dans l'histoire de Simoncini, si je ne te dis pas de bêtises, à un moment donné, il regarde la télé, puis il regarde ses actions, puis il est dégoûté parce qu'il se dit « Putain, j'ai plus de thunes ». En fait, il n'a plus de thunes. Tout ce qu'il a, c'est envolé en fumée en même temps que Jean-Marie Messier. Donc, ils se connaissaient d'ailleurs, ils se connaissent toujours. Et voilà. Donc là, ce qui est hyper dur, c'est de quitter le navire, sachant que derrière, les procès ont continué pour Jean-Marie Messier suite à toute cette histoire, et que toutes les questions que je t'ai posées, les hypothèses que j'ai formulées sur la fin, à savoir comment il a réussi à générer pareille dette, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse. Comme je t'ai dit, il a été inculpé pour moi, ce que j'appellerais être des pacotilles, parce que même l'abus de biens sociaux, c'est relatif, dans la mesure où ça n'existe pas aux États-Unis. C'est compliqué d'accuser un mec qui avait une entreprise internationale de quelque chose qu'il avait le droit de faire sur un continent et pas le droit de faire sur l'autre. Voilà, indépendamment du fait que... bref, je ne vais pas parler de ça parce que pour moi, c'est lunaire, quoi. Je veux dire, je ne comprends pas trop ce genre de truc, mais c'est encore autre chose. Au final, moi, ici, ce que je veux te montrer, c'est que d'abord, dans les milieux de l'argent, on te dit souvent, quand tu as de l'argent, il y a des gens qui viennent autour de toi pour te grappiller des sous, tu vois, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie aussi de te dire trop souvent, c'est que du coup, tu as fatalement des ennemis. Dès que tu as l'argent, tu as autant d'amis que ce que tu as d'ennemis. C'est un grand malheur, mais c'est une très grande vérité. Et la preuve, c'est que surtout, dans le milieu de l'argent, tant que tu as des résultats, tout le monde t'aime. Et dès que tu n'as plus de résultats, tout le monde te déteste. Et c'est une réalité que certains vivent très mal et ne comprennent pas. À quel point on peut utiliser l'argent comme unité de mesure, mais c'est le monde du business en fait, c'est la règle. Et ça, voilà, tu peux le tourner comme tu veux, tu peux être d'accord ou pas avec, ça fonctionnera toujours comme ça parce que l'argent, ça sert à ça. C'est une unité de mesure qui permet à toi, à moi, d'évaluer une personne sur le travail. Ça, c'est un fait et voilà, point. Mais après, pour le porteur, l'actionnaire qui met de l'argent dans une entreprise, c'est aussi une unité de mesure qui lui permet d'évaluer les résultats et où, si oui ou non, il va mettre son argent, son énergie dans cette société. Et Jean-Marie Messier, avec son appétit insatiable d'achat d'entreprise, il avait besoin de séduire, il avait besoin de rallier à lui toujours plus d'investisseurs, toujours plus d'actionnaires pour continuer de grossir et d'atteindre l'objectif qui s'était fixé. Il s'est arrêté brutalement en plein milieu de ce qui pour lui était son ascension, mais qui dans les faits était en fait une chute puisqu'il était rongé de l'intérieur par ses dettes.
Il a mal géré sa boîte. Il a mal géré surtout les achats qu'il a réalisés. Mais là encore, je suis désolé de te le dire, mais pas beaucoup de gens peuvent juger Jean-Marie Messier en fait. Pas beaucoup de gens peuvent le juger. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens se comportent comme lui en fait. Il y a énormément de personnes qui dépensent leur argent dans n'importe quoi. Arrête de dépenser ton fric n'importe comment. Arrête de faire ton Jean-Marie Messier. Jean-Marie Messier achetait. Il se faisait plaisir. Il ne regardait pas dans le détail. Et dans les affaires, quand tu ne regardes pas les détails, devine ce qui t'arrive. Tu te prends le mur. Et il se l'est pris plein fer. Ça lui a fait du mal. Moi, je ne suis pas du tout heureux pour lui que ça se soit passé comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'aller au bout de son projet. Et comme je te le dis depuis le début, tu ne m'enlèveras pas le côté visionnaire de ce qu'il te proposait pour un gars qui est arrivé là en 1996. Et puis aussi, on ne va pas le nier, il y a une question qui restera en suspens pour moi, pour Jean-Marie Messier. C'est comment t'expliques que de 96 à 99-2000, il a réellement performé, parce qu'il a eu des gros résultats. Et pourquoi après, d'un coup, ça n'a plus fonctionné, alors que, comme je te l'ai montré, finalement, il a continué à faire son métier. Je veux dire, je suis désolé, il a racheté que des sociétés qui vendaient de l'abonnement, il a racheté que des sociétés qui avaient besoin de tirer des câbles dans des tuyaux sous la terre, il a racheté que des entreprises qui faisaient ce qu'ils faisaient. Et donc, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a peut-être échappé, que je n'ai peut-être pas compris. Je pense malgré tout que sa folie des grandeurs et comme je te l'ai dit, ses achats d'entreprises à perte, e-France était un mauvais deal. Je te le dis comme je le pense. Quand j'ai lu le livre de Marc Simoncini et quand tu vois comment Marc Simoncini parlait lui-même de son entreprise, moi, j'ai la sensation qu'il a fait une mauvaise opération en achetant e-France. Et pour peu qu'il ait racheté beaucoup d'entreprises comme e-France qui perdaient de l'argent et pas suffisamment d'entreprises comme Blizzard, comme Universal qui en gagnaient de l'autre côté, sachant que aussi pour Universal, je ne te l'ai pas dit, c'est quand même un peu pour moi l'occasion de te le dire, je pense qu'avec Universal, il n'a jamais gagné d'argent. Pourquoi ? Parce que il n'a jamais réussi à s'imposer d'abord en termes de dirigeants sur une société comme Universal, et ensuite parce que les Français, on n'a jamais su faire des films. Je suis désolé, mais moi je le pense, le cinéma français est un cinéma de genre qui n'est pas vendeur à l'international. Et le cinéma américain n'est pas un cinéma de genre, c'est un cinéma international qui se vend au grand public. Ce sont deux cinémas qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas opposables, ni même associables. Associable, on ne peut pas faire des associations, on ne peut pas faire des croisements entre ces deux cinémas. Et tu ne peux pas acheter de l'Universal en pensant que tu vas faire du cinéma français au sein de Universal, comme tu ne peux pas croire que Universal pourrait racheter un groupe français et proposer du cinéma américain à des Français. Ça n'est pas compatible. Et je pense qu'il a multiplié des erreurs à ce niveau-là. Et moi, j'ai un message à t'envoyer ici. Ne te voile pas la face. Plus il y a de l'argent en jeu, plus les risques sont grands. Plus les risques sont grands, plus la chute est douloureuse. Point à la ligne. Quand tu joues avec des milliers d'euros, tu perds des milliers d'euros. Quand tu joues avec des centaines de milliers d'euros, tu perds des centaines de milliers d'euros. Quand tu joues avec des millions, tu perds des millions. Quand tu joues avec des milliards, tu perds des milliards. Jean-Marie VIème a joué dans la cour des grands. Il a joué des milliards. Il a perdu des milliards. Et devine quoi ? Ça nous amènera ici une leçon qui est exceptionnelle. Tu veux gagner de l'argent très vite comme Jean-Marie Messier ? Tu peux le perdre tout aussi vite. Je suis convaincu que sa carrière s'est jouée sur 1 an ou 1 an et demi. J'en suis quasiment convaincu au vu de tout ce que j'ai pu voir, analyser, lire. Et je suis convaincu que la chute qu'il vient de vivre, qu'il a vécue, elle n'est ni plus ni moins que la conséquence de l'accélération qu'il a voulu propulser suite à une année exceptionnelle et que malheureusement, cette accélération lui aura été fatale. Quand tu veux accélérer très fort, pense à tester les freins. Parce que si tu n'as pas de frein à disque alors que tu roules à 300 km/h et que tu freines encore avec des freins tambour, à mon avis, le mur va faire très très mal. Et je pense malheureusement que Messier, dans cette euphorie d'acquisition, s'est grillé les ailes, s'est grillé tout court. Et c'est malheureux parce qu'encore une fois, je vais laisser le soin à la voix off de nous faire un petit rappel de la situation, mais je reste convaincu que la vision qu'il a eue à un moment donné, elle était juste exceptionnelle.
Mais Jean-Marie Messier n'a pas assez lu La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf a explosé. Et pourtant, à sa façon, c'était un visionnaire, car son rêve d'un monde ultra connecté et mobile s'est réalisé pleinement 10 ans après, pour le meilleur et pour le pire. En mai 2014, Jean-Marie Messier est condamné à 10 mois de prison avec sursis et à 50 000 € d'amende pour sa gestion de Vivendi Universal. Ainsi s'achève l'histoire de Jean-Marie Messier qui, à une autre époque, n'aurait intéressé personne. En d'autres temps où d'autres héros nous faisaient rêver, musiciens, écrivains, sportifs, explorateurs, que sais-je encore, mais rarement un patron, rarement la finance. À chaque époque, ses fantasmes et ses valeurs, celles d'aujourd'hui, sont boursières. Aurait-on les héros qu'on mérite ? Bon, j'ai choisi de laisser sa conclusion que je ne partage pas. On va pas débattre là-dessus, là, son histoire de chaque époque, ses héros, blabla. Bon, ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'a un peu fait halluciner, c'est les 50 000 € d'amende. Bon, quand tu es payé 20 millions d'euros par an, je pense que c'est tout sauf un problème. Je pense que le jeu en valait largement la chandelle pour J2M. Une aventure un peu folle avec des histoires, à mon avis, à raconter délirantes. Je suis pas du tout d'accord non plus avec l'analogie sur la fable de La Fontaine. Je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir une ambition comme ça complètement délirante. Je pense que le problème, c'est la façon dont tu t'y prends. Et je pense qu'autour de Jean-Marie Messier, il y a vraiment, pour moi, une part d'ombre que je n'arrive pas à expliquer parce que, bien évidemment, l'histoire de Jean-Marie Messier ne s'arrête pas là. Donc, je ne vais pas te la raconter tout en détail. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il est devenu maintenant et aussi t'expliquer 2-3 trucs un petit peu intéressants, je trouve. Donc, Jean-Marie Messier, à la suite de tout ça, en fait, il est devenu banquier d'affaires. Et le 13 avril 2012, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il a été entendu par la brigade financière au sujet de l'investissement de 143 millions d'euros réalisé par Liliane Bettencourt dans la société Love Group. Donc tu as compris à qui appartenait la société Love Group. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est le dirigeant Courby de notre ami qui est lié à l'analyse que j'avais faite de notre ami Magali Berda. Donc, la banque d'affaires et de conseil stratégique Messier et Associés. Et oui, parce que Messier et Associés, Messier, banquier d'affaires, a créé sa propre banque. Bon, là, j'exagère un peu. Il n'a pas créé sa banque. En fait, il fait de la fusion-acquisition à son titre à lui, c'est-à-dire avec sa boîte à lui. Et là, en 2011, en fait, Madame Bettencourt a investi, donc comme je viens de te le dire, 100 et quelques millions d'euros dans la société de M. Courby. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que sa fille conteste cet investissement et la justice considère que Madame de Bettencourt, 89 ans, donc souffre de légers problèmes psychiques et met en doute sa pleine compréhension de l'investissement qu'elle a elle-même réalisé. Alors bon, moi je ne vais pas continuer à te raconter toutes ces histoires. Mon but, ce n'est pas de te prouver que Jean-Marie Messier est comment dirais-je, est honnête ou malhonnête. Je plaide pas contre ou pour la cause de cette personne. J'essaie juste de te montrer que, indépendamment de tout ça, il y a encore quand même, il a été en tout cas entendu dans cette affaire. Et donc bon, je trouve assez amusant de voir que son nom ressort là aussi. Mais indépendamment de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que on a quelqu'un qui continue à faire des affaires. Et ça, c'est quelque chose que je veux te dire, c'est ce sur quoi je veux finir cette émission. Parce que après l'affaire Vivendi, il y a des personnes qui se seraient peut-être arrêtées, qui se seraient remis en question, qui auraient arrêté de faire du business, qui auraient... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a 1001 manières de conclure cette affaire. Je veux dire, voilà. Mais quand tu regardes toutes ces personnes qui ont de l'ambition, qui avancent et qui font des choses, eh bien, tu les retrouves quelques années après dans de nouvelles affaires, tu les retrouves dans de nouveaux business, tu les retrouves à nouveau à des endroits ou à d'autres, mais en train de continuer à gagner de l'argent. Très souvent sur les réseaux, on me dit « Ah oui, mais si tu étais vraiment millionnaire, tu ne travaillerais plus. » Mais les personnes qui écrivent ça, et si tu penses comme ça, c'est que tu n'as rien compris en fait. La vie, il y a plusieurs manières de l'aborder. Chacun a sa vision de la vie. Moi, je ne suis pas là pour juger. Tu as envie d'avoir 1 million et de t'arrêter de travailler? Très bien. Mais la réalité du million d'euros, elle n'est absolument pas ce que tu crois. 1 million d'euros, quand tu les obtiens, que tu vois ce que ça t'ouvre comme finances quotidiennes et ce que ça t'enclenche comme fiscalité et ce que ça implique pour les avoir, tu te rends vite compte qu'en fait, c'est absolument pas ce que les gens imaginent en fait. Et que du coup, il faut plus. Et puis quand tu as plus, tu veux toujours plus. Et les gens après ils te disent « Ah oui, mais ces gens qui veulent toujours plus. » Mais c'est pas que ces personnes-là veulent plus. D'abord, premièrement, la vie, ce n'est pas des quotas.
C'est pas je fais de ça et j'ai du temps libre et nanana. La vie déjà, c'est chacun, on a nos propres plaisirs. Et un mec comme Jean-Marie Messier, il a de l'ambition, il en aura toujours de l'ambition. Et ce mec-là, il va pas se dire « Ah ben tiens, je suis arrivé au max de mes capacités, alors je m'arrête ». Non, quand on arrive au max de ses capacités, qu'on est encore vivant et qu'on a le plein potentiel de ses actions, mais on se fixe un nouvel objectif, l'ambition. C'est ça l'ambition. Et quand on arrive à nouveau à ce point-là, nouvel objectif, on avance et on voit jusqu'où on peut aller. Je ne vois pas où est le problème et je ne vois pas quel est le problème. Maintenant, je comprends par contre que des personnes puissent me dire « Non, mais moi, Nicolas, 1 million d'euros de patrimoine, 10 000 euros par mois de revenus, j'arrête. » Très très bien, il faut de tout pour faire un monde, c'est OK. Maintenant, note que Jean-Marie Messier, après l'aventure Vivendi Universal, bascule à nouveau dans les affaires et continue. Et il a encore une nouvelle affaire où on l'entend parce qu'on remet en cause la véracité des conseils qu'il a pu donner à cette dame et le fait qu'il a peut-être conseillé une dame qui n'avait pas la pleine possession de ses moyens. Je ne te donnerai pas la fin de l'affaire, tu n'as qu'à faire des recherches, ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet c'était Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, émission qui traînait sur mon bureau depuis des mois, des années, 1 an et demi sûr, 1 année sûre. Peut-être plus, que je n'arrivais pas à faire et que je suis très heureux d'avoir bouclé aujourd'hui. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui va me rester de Jean-Marie Messier? Qu'est-ce qu'il y a à tirer de toute cette histoire? Qu'est-ce que tu dois te mettre dans un coin de ta tête et garder à la fin de ce podcast? Moi, je dirais qu'en ce qui me concerne, les quelques éléments qui me resteront de Jean-Marie Messier, le premier, c'est que là encore, on est face quand même à un génie. Alors après, certes, un génie qui a eu un excès de confiance en lui, mais un génie quand même, qui n'a pas eu honte de ses ambitions et qui est allé au bout de ses rêves. Et au bout du compte, quand je commence à me retourner sur toutes ces analyses que je peux faire, je me rends compte que c'est vraiment les rêves, un dénominateur commun à toutes ces personnes qui réalisent des choses. Ils ont un rêve et ils font tout pour y arriver, premièrement. Deuxièmement, comme je te l'ai dit, il y a quand même un socle de connaissances financières commun là encore et une nécessité de comprendre, d'apprendre et de travailler avec des banquiers qui est presque quasiment obligatoire pour atteindre des hauts niveaux. Et encore une fois aussi, quelque chose qui ressort de ces émissions que je peux faire, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas peur d'aller à l'international. Je remarque que l'international fait toujours partie de l'équation pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, je voudrais quand même te le dire parce que je ne sais pas si je l'ai assez bien fait ressortir dans l'émission, mais personnellement, je pense que le fait d'aller aux États-Unis n'a pas été pour lui gage de réussite. Je pense que le fait que tu commences à travailler avec les Amériques et avec ce que ça implique aussi, les différenciations entre, comme je t'ai expliqué, l'abus de biens sociaux et toutes ces subtilités qui caractérisent finalement chacun des pays, n'a pas été, pour moi en tout cas, ce qui a caractérisé sa plus grande réussite. Je pense d'ailleurs même que ça fait partie des éléments qui ont conditionné sa perte. Je pense qu'à un moment donné, quand tu te diversifies trop, que tu t'éloignes trop de ce que tu fais, que tu perds le fil conducteur de ce qui fait ta fortune, de ce qui fait ta richesse, je pense qu'on a tous une zone, une ligne, je sais, j'arrive même pas à trouver mes mots, tu vois, un vecteur, un point central qui fait qu'on gagne de l'argent en faisant ça. Voilà, pose-toi la question, qu'est-ce qui te rapporte aujourd'hui dans ta vie le plus d'argent? Et que plus tu t'éloignes de ce point, plus tu prends de risques et plus tu perds d'argent. Et je pense que en s'éloignant comme ça aux États-Unis, alors d'un point de vue physique, géographique, mais aussi d'un point de vue métier, parce que quand on rachète Universal, et qu'au départ on gère la compagnie des eaux, je suis désolé, même si dans le podcast je me suis évertué à te montrer les points de similitude pour essayer d'aider Jean-Marie Messier, de justifier de ses choix. La vérité, c'est qu'on ne fait pas des films comme on crée des réseaux d'eau, quoi. Voilà. Et ce n'est pas glamour de creuser des trous pour enfoncer des tuyaux. Donc si tu veux, il y a quand même un écart de métier, il y a un écart de base de travail qui à un moment donné crée une distorsion, qui à un moment donné crée ce qu'on vient de voir. Donc pour moi, la diversification, quand elle est faite intelligemment, elle produit des résultats. Mais quand elle est faite comme là, c'est-à-dire avec des grands écarts extrêmement éloignés, eh bien, tu ne peux pas, je ne vois pas comment en tout cas, tu peux espérer avoir de gros résultats. Donc, ne pas mettre les œufs dans le même panier, non en fait. Mets tous tes œufs dans le même panier,
jusqu'à temps que tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, si tu as envie de te diversifier, diversifie-toi intelligemment en choisissant des domaines dans lesquels l'argent que tu mets, tu peux le perdre déjà, mais le perdre totalement, premièrement. Et deuxièmement, essaye de ne pas faire le grand écart comme Jean-Marie Messier, même si, encore une fois, voilà, le rêve originel, l'idée originelle était intelligente et tout était cohérent. Il y avait une cohérence dans la réflexion de Jean-Marie Messier. Je pense malheureusement que ça n'a pas été appliqué correctement et que ça aurait été peut-être constructible d'une autre manière, mais pas de cette manière-là, malheureusement pour lui, parce que, voilà, encore une fois, moi j'ai été impressionné par le parcours. Like, partage, abonne-toi, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission. N'oublie pas que d'aller sur immobiliercompagnie.com, ça peut t'aider grandement, soit au travers d'une formation pour apprendre plus de connaissances, soit au travers des livres pour les recevoir dans ta boîte aux lettres, soit au travers de coaching si tu as envie qu'on travaille ensemble. Je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut! Tu dois retourner là d'où tu viens, J2M. Tu es un grand garçon maintenant. Tu n'as plus besoin de nous. Mais je vous aime, moi. Nous aussi, on t'aime, J2M.